Alors, c'est pas la première fois donc que la France défonce la souveraineté. Est-ce que c'est efficace, Nicolas? Non, c'est pas du tout efficace. Au contraire, ça fait fuir d'autres investisseurs. Je ne comprends pas pourquoi on ne saute pas sur l'occasion, justement, de faire alliance, par exemple, avec General Electric, d'autant plus que General Electric est en France depuis 1974, qui a créé des milliers d'emplois, plus de 10 000, entre 10 000 et 20 000, et continue à en créer régulièrement. Donc, c'est pas une petite société qui est venue comme ça, je sais pas où, qui voulait prendre Alstom. Il ne s'agit pas d'interdire à d'autres entreprises de sauver Alstom, parce qu'il s'agit là de sauver Alstom, de le prendre, parce qu'il est dans une situation très délicate. Enfin, si c'était Boeing aux États-Unis, les Américains feraient attention aussi. Ils le feraient peut-être moins bruyamment qu'en France. Alstom n'est pas Boeing, et Boeing a plein d'alliés un peu partout. Airbus, c'est une entreprise européenne aussi, donc il ne faut pas oublier. Je ne vois pas en quoi il y aurait une interdiction pour faire une alliance. Pour vous, c'est pas efficace de toute façon. C'est pas efficace, et puis ça dissuade d'autres investisseurs. Moi, personnellement, je pense que dans votre formule, il y a une formule ambiguë. Parce qu'un partenariat ou une alliance avec General Electric, je vous le dis franchement, moi, personnellement, je pense que pour Alstom et pour la France, c'est une bonne chose. Parce que, comme vous l'avez dit, General Electric est déjà à Belfort, et là, enfin en particulier, à côté d'Alstom, ils font de la recherche en commun, ils font des formations en commun. Mais là, on n'est pas dans un partenariat, on est dans le rachat de la branche énergie, qui est une branche stratégique d'avenir, sur lequel nos brevets, nous pouvons partir sous un autre pilotage. Donc, ce que je pense, en l'occurrence, c'est que, pour le coup, l'État est plus efficace, pas forcément quand il parle, mais quand il agit. Et je pense qu'il eût été préférable d'avoir d'abord une vraie réflexion sur la filière turbine, etc., qui est important, et d'avoir dès le début une réflexion sur l'actionnariat d'Alstom, pour pouvoir se mettre en situation d'avoir un actionnariat où la France garde la maîtrise de son avenir stratégique, mais puisse faire des accords avec d'autres. Et pour le coup, en l'occurrence, je pense que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en son temps, vous voyez, et à l'époque, je l'ai écrit sur mon blog. Donc, de la même manière, quand il a fait le fonds souverain, le FSI, je l'ai soutenu parce que je pense que c'est une bonne stratégie nationale. Je pense que le temps est venu de reprendre. C'était une nationalisation temporaire. Non, ce n'était pas une nationalisation, c'était une prise de capital. Et je reste convaincue que c'est la bonne idée. Or, 12 milliards. Mais je vous regardez les résultats. C'est moi qui m'a expliqué. Pourquoi il y a eu un problème? Non, c'est que comme elle a été transitoire, au moment où il a revendu ses actions, il n'y a pas eu, et ça c'est l'autre chose qui manque en France, c'est des politiques de filière. Parce qu'il faut avoir du long terme. Le système des hydroliennes et des turbines ne peut pas avoir comme seul marché européen. C'est d'ailleurs de ce point de vue pourquoi je pense que l'affaire Siemens n'est pas si intelligente que ça. On va se retrouver avec les règles européennes d'anticoncurrence. Ils vont nous faire liquider des bouts entiers d'Alstom. Donc je pense qu'il fallait à ce moment-là avoir une idée de comment développer les hydroliennes, comment développer les turbines, comment élargir les marchés et comment on allait pousser cette filière en France. Or, on n'a plus de politique industrielle. Alors là, c'est Sarko, même avant, je peux vous dire, la gauche au pouvoir n'a plus de politique industrielle et on le paye aujourd'hui. Donc il faut éviter la catastrophe. Pour l'éviter, il faut du capital public et du partenariat. Alors moi, intuitivement, avec les connaissances que j'ai du dossier, je pense que c'est plus fécond avec General Electric, mais on ne peut pas perdre la maîtrise d'un secteur qui est stratégique pour l'avenir du développement industriel du pays. Je peux m'asseoir de l'autre côté, parce que j'ai l'impression que c'est très capital friendly de ce côté, alors j'aimerais pas brouiller trop mon image non plus. Est-ce qu'il y a une caméra qui... Non, parce que justement cet imbécile dit des choses pareilles. Ça va, vous pouvez... Vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors Gassio, raconte-moi Pierre connaît ça. Si c'est ça de passer de la droite à la gauche, même si c'est pas. Mais je retournerai tout à l'heure. Moi, je vous souhaite une des plus belles success stories industrielles. C'est le mariage de Snecma avec General Electric qui a permis de garder en France une capacité de moteur gros porteur et qui a permis le développement d'Airbus. Donc, si vous voulez, le partenariat avec un Américain peut être extrêmement successful. Avec Siemens, ça risquait de fermer des filières entières en France, puisque les deux systèmes de production sont très concurrentiels. Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Très bien. Je ne connais rien, s'il vous plaît, franchement. Et changeons de sujet. Mais Alstom, vous savez pas ce que c'est une turbine?
Vous voyez, ben voilà, on parle. Franchement, c'est désolant. Lindemann LC, c'est comme une assoce, Alstom. Ça gère. Mais je suis scientifique, moi. Cela dit, on n'a toujours pas. Attendez, laissez finir, Pierre connaît ça quand même. Non, mais c'est pour dire qu'effectivement, on a déjà tenté le coup de sauver une entreprise par action publique. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas de politique industrielle, mais on a fait tous exactement, la droite et la gauche, exactement le même type de comportement. C'est-à-dire, faute d'avoir de ressources financières qui permettent des prises de capital durables, qui permettent d'avoir une vue à long terme, parce que moi, je continue à penser... Ce qui serait agir, là. Ce qui serait véritablement agir. Moi, je continue à penser que la stratégie en politique, c'est de gagner les élections suivantes. Ça veut dire que c'est une stratégie à 2 ans, ou à 3 ans, ou à 4 ans, selon l'élection que vous choisissez. 4 ans, c'est très long terme. 4 ans, c'est très long terme. Alors, si on a le conseil électoral de Bouteflika, à mon avis, on est tranquille pour 2017. Mais il n'est pas facile à importer. Hein. Donc, si vous voulez, ouais, on peut tenter le coup. Tentons le coup. Non, mais il a l'air d'adorer. Vous voyez ce que je veux dire? La stratégie en politique, c'est gagner les élections suivantes. C'est pas du tout de faire la France en 2025. Ce n'est pas vrai. Camille Bedin? Je suis pas sûre que ça donne la meilleure image de la politique. Moi, je pense que ça fait 30 ans qu'on est dans ce débat avec, vous vous souvenez ce qu'a dit Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Ça a été la folie, la panique. Comment ça, l'État ne peut pas tout? On faisait tomber un mythe. Donc du coup, on est entre le fait de se dire l'État ne peut pas tout d'un côté, et d'un autre côté, on donne des faux espoirs à tout le monde en faisant croire que l'État, par sa seule intervention, peut sauver des milliers, voire des millions d'emplois juste en intervenant comme ça. C'est pas vrai. Il faut avoir le courage de dire que l'État doit être à sa place d'État stratège, c'est-à-dire de mettre en place les conditions pour que ce soit pas Alstom qui se fasse racheter, mais pour que ce soit Alstom qui puisse racheter les conditions. Et bien en mettant en place des conditions de compétitivité, d'attractivité dans notre pays. Ce qu'on ne fait pas depuis 30 ans. Très très bon dans un domaine, dans la création de chômeurs. Là, c'est vraiment... Non, mais arrêtez. La création de chômeurs... Mais pourquoi c'est insupportable? Regardez la situation en France. Je ne vous connais pas. Cessez de parler de démocratie, sortez et allez chez Bouteflika. Parce que le seul moyen... Parce que si l'État... Parce que vous confondez deux choses. Vous confondez tout. L'État, c'est le problème. Non, l'État n'est pas le problème. L'État est l'émanation du politique. L'émanation du politique. Le politique dessine le cadre dans lequel se décide l'économie et la finance. Le politique a donc le pouvoir. Pourquoi ? Parce que moi, électeur, je ne veux pas voter pour un type qui va faire la politique contre laquelle je vote. Moi, électeur, je ne veux pas voter pour un conseil d'administration que je ne connais pas et qui n'est pas élu. Moi, électeur, je veux faire une anaphore, je ne veux pas voter en France et gouverner à Bruxelles. Non, ça va pas. Donc, je vous en prie, moi, électeur, je suis un démocrate. Si vous continuez à laisser penser aux gens perpétuellement que l'État est le problème, ils n'iront pas voter. Et finalement, vous gagnez parce que c'est contrôlé par des forces que vous appelez occultes. On a tout essayé, sauf moins d'État. Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on essaye depuis 30 ans, moins d'État. Les États-Unis ne font que ça. Monsieur, vous êtes dans la plus grave erreur. Vous êtes dans subvention publique. Non, Pascal Fautrier. 90 millions de pauvres. Bruno Gassio. Ils sont dans une merde. Pascal Fautrier. C'est la fameuse préférence pour le chômage en France. C'est ça la je me vérité. demande pourquoi on n'écoute pas les seuls gens qui sont concernés et qui connaissent bien les turbines, à savoir les ouvriers d'Alstom qui ont défilé le 1er mai hier et qui réclamaient la nationalisation. J'aimerais bien poser 2 questions à Marie-Noëlle Linnemann. 1, pourquoi elle n'est pas pour la nationalisation? Et 2, comment on va faire la transition énergétique si Alstom est démantelé? Et si General Electric reprend Alstom, on sait que Alstom va être démantelé. Personnellement, je suis pour qu'on nationalise si on est obligé, plutôt que d'avoir le rachat de la branche d'Alstom. On l'a déjà vu. Non, mais attendez, c'est pas parce que c'est national non plus qu'il n'y a pas de crise dans certaines entreprises nationales. Ce qui est important, la question, c'est le contrôle de la filière énergétique. Vous le savez. D'accord, mais on n'est pas obligé. Comment on fera la transition énergétique si Alstom est démantelé? Je ne suis pas pour le démantèlement d'Alstom. Vous n'allez pas entre vous, n'êtes déjà pas nombreux. Non, si nous avons 40-50% du capital d'Alstom et qu'on est en partenariat avec d'autres acteurs, ça permet le développement de l'entreprise beaucoup plus large sur le marché mondial, sans que la France soit dépossédée de ses capacités de choix stratégiques. Donc si on est obligé de passer par une nationalisation totale, pourquoi pas? Mais si on peut se contenter... Merci. Mais là, pardonnez-moi, mais il n'est pas du tout question de nationalisation ni totale ni partielle. Là, pour l'instant, il est question juste de taper du poing sur la table. Pourquoi Montebourg parle plus de nationalisation? Justement, moi, je n'aime pas taper du poing sur la table pour insulter le patron d'Alstom, ça sert à rien du tout. Si, in fine, il n'y a pas d'outils
qui propose une alternative à ce que propose le patron d'Alstom. Mais vous êtes au pouvoir, Madame Lienemann, faites-le, ces alternatives. C'est votre majorité qui est au pouvoir en ce moment. Vous avez bien compris que j'essaie de participer positivement à une proposition à ma majorité. Alors c'est quoi votre proposition? La proposition, c'est d'avoir un capital public d'Alstom, que l'État rachète du capital d'Alstom. Ne serait-ce que le capital détenu par Bouygues, car chacun sait bien que Bouygues avait racheté le capital de l'État d'Alstom et qu'aujourd'hui Bouygues a des problèmes capitalistiques et qu'il voudrait se réinvestir sur autre chose. Et ça permettrait à l'État d'avoir 29%, c'est déjà pas mal. Et ça servirait à quoi, madame? Est-ce qu'on serait mieux placé pour gérer une entreprise comme Alstom que les dirigeants de ces entreprises-là? Ça permettrait aux dirigeants... M. Hollande est-il un meilleur dirigeant d'entreprise, lui qui n'a jamais mis les pieds dans aucune entreprise privée de sa vie, comme 75% de ce gouvernement, ils n'ont absolument aucune connaissance. Il y avait plus de gens qui ont dirigé des entreprises et qui travaillent dans les entreprises. C'est très intéressant que vous compariez l'État à une entreprise. Je ne sais pas si vous savez, mais l'État, c'est la démocratie. Il y a des gens qui sont élus par des citoyens, qui font de la politique et qui ont peut-être leur mot à dire. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose des entreprises et l'État. Vous parlez tous en même temps. Est-ce que je peux insister sur une chose? Monsieur dit que l'État, je veux revenir à la question centrale, c'est l'État, finalement, plus il se dégagerait, mieux ça vaudrait. Je voudrais d'abord lui dire que chaque peuple a son génie. Le génie allemand, c'est lié à la tradition des banques coopératives et au capitalisme familial. Donc c'est ce génie-là que l'Allemagne, par cycle, met en valeur et sur lequel elle appuie son avenir. Nous, c'est les RTT. Notre tradition, vous êtes suisse, c'est pas la même. Notre tradition à nous, c'est, qu'on le veuille ou non, un mixte entre l'intervention publique et le capitalisme familial. Attendez, ça ne marche pas. Ça a très bien marché jusqu'au moment... Attendez, justement, ce n'est plus le cas, monsieur. Nous avons vendu 70 milliards. Les entreprises que nous avions nationalisées, soit après-guerre, soit après 81, nous avons vendu les fleurons de l'industrie française et depuis qu'elles ont été achetées par des capitaux étrangers, elles ont massivement délocalisé. Et ne me dites pas que l'argent d'État est pourri parce que les fonds du Qatar, c'est pas des fonds publics, ça, monsieur? Les fonds souverains des différents pays, c'est pas des fonds publics. Alors quand nous, c'est du capital, quand c'est du capital français, ce serait mauvais, et quand c'est des fonds qataris publics, ce serait bon? Non, les fonds publics sont de nouveau à la mode. La vraie question, c'est que ce n'est pas la bureaucratie de Bercy qui doit décider de la politique industrielle. Et là où je vous rejoins, il y a des savoir-faire, il y a des syndicalistes, il y a des capacités chez des chefs d'entreprise, il y a des ingénieurs, il y a des financiers qu'il faut mettre autour de la table pour des filières et des stratégies industrielles. Mais le fonds public, c'est la garantie que ce n'est pas la logique financière qui prime à tout prix et que le pays est dépossédé de ses savoir-faire, de ses brevets et de ses compétences. Ben oui, je les suis, mais les autres pays ne sont pas la quatrième puissance du monde. Alors attendez, je suis d'accord. Puisqu'on parle de politique qui tape du poing sur la table, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que seuls ceux qui sont aujourd'hui dans la majorité sont visés, également de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'opposition et comment est-ce qu'on tape du poing sur la table? Ben regardez, c'est Jean-François Copé. À chaque fois qu'il y a un problème, il demande que le ministre démissionne. Et il fait ça au moins depuis, on n'a pas pris tous les exemples, mais au moins depuis l'affaire Cahuzac, à l'époque, il voulait pas seulement que le ministre du budget démissionne, qui avait déjà démissionné, il voulait que tout le gouvernement démissionne. On n'en a jamais été aussi près du moment où il allait avoir la seule issue possible, la seule, est qu'un remaniement gouvernemental de grande ampleur, Premier ministre y compris, permette à François Hollande de redonner un peu de sérénité à notre pays. Je vous demande donc de reporter cette réforme avant que la colère du peuple de France ne vous oblige à démissionner. Je demande que le ministre du Travail soit démis de ses fonctions. La garde des Sceaux a menti. Dans ce contexte, il n'est pas possible qu'elle reste en fonction. Sa démission, face à ce mensonge, est inéluctable. Est-ce que c'est efficace, Camille Bedin? C'est que vous êtes proche de Jean-François Copé. J'ai l'impression que Mediapart est plus efficace que Jean-François Copé pour demander la démission de certains ministres. Hein. Non, mais évidemment, au-delà de la caricature un peu du montage, qui est amusante. Non, il y en a bien d'autres cas où on n'avait pas les images. Non, mais je vous crois, sans aucun problème. Moi-même, ça m'est arrivé de le faire, on le fait tous.
Et vous savez, c'est le jeu aussi. On demande ça pour obtenir ça. Et ce qu'on voit, c'est que M. Cahuzac est évidemment parti, oui, qu'il y a eu remaniement de l'ensemble du gouvernement. Vous savez bien que quand on demande la démission du ministre, jamais aucun ministre ne démissionne, à part s'il a été pris la main dans le sac. C'est pour ça que ça semble faire les gros yeux pour rien. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie comme ça et reprocher à l'opposition de jouer son rôle d'opposition. Nous, on a des positions fortes, fermes, on les dit et on les dit fort parce que sinon, malheureusement, on n'est pas entendu. Voilà. Gaspard Proust. Non, mais t'as fait rien. Tout à l'heure, non, mais pourquoi Alstom? Oui. Pourquoi pas L'Oréal? Les dividendes sont beaucoup plus hauts. C'est L'Oréal qu'il faut négocier. À la Bettencourt, il faut lui prendre. Puis ça va, c'est beaucoup plus intéressant. Elle va vraiment répondre. Le courage, vous voyez, parler de la courage des réformes. Voilà une réforme que nous attendions, la réforme fiscale. Mais c'est jamais ce courage-là qui nous demande. Hein. Mais le vrai courage serait été de faire cette réforme fiscale parce qu'elle est indispensable au pays. Et pour que Hérault est en train de la conduire, non? C'est une des raisons pour lesquelles nous n'étions pas d'accord. Pierre Colessade, un mot sur l'État ou l'opposition d'ailleurs. Cette manière de s'opposer en tapant du poing sur la table. Copé va bien finir un jour par avoir raison, je veux dire. Vous savez, on n'a jamais été aussi près de Noël. Hein. Là, c'est pareil. Il y a un jour où effectivement il y a un ministre qui démissionnera et Copé dira, vous voyez, je l'avais annoncé. Donc ça, c'est un exercice de style classique. Non, moi, ce que je voudrais remarquer, c'est à la fois le cas Alstom, qui est évidemment le cas le plus médiatique, mais un cas qui est beaucoup plus pourri, qui est celui de la SNCM. La SNCM, on va être obligé de rembourser à Bruxelles 400 millions de subventions versées. C'est pour ça que je disais le couteau suisse de la vie politique. 400 millions de subventions versées, c'est-à-dire les 2/3 de ce que va nous coûter l'indexation des petites retraites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est sur des petits dossiers qui sont des dossiers gérés de manière très politicienne, pour garder de l'électorat, etc. Et on devait encore rajouter 20 millions d'euros. Heureusement, il y a eu les élections, ça ne s'est pas fait, pour racheter des bateaux neufs pour la SNCM. Donc c'est sur ce genre de dossier qu'il faut avoir un minimum de rigueur. Quand une entreprise ne marche pas, qu'il faut la réformer, c'est pas une question de droite ou de gauche. Il faut le syndicat qui dirige. Moi, j'ai rien dit que c'était le syndicat ou en tout cas, le dossier, je ne sais pas s'il faut le traiter de droite ou de gauche, mais il faut le traiter. Donc c'est toujours avec les syndicats. Ces questions posent des questions. Là, vous le prenez du côté, comme Bruxelles nous a taxés, le dossier était maltraité. La réalité, c'est qu'il y a depuis longtemps, entre la France et Bruxelles, un désaccord sur les aides d'État, ce qu'on appelle les aides publiques. Et nous avons, moi c'était un des reproches stratégiques que j'ai fait à François Hollande, qui avait dit qu'il voulait réorienter la construction européenne. On sait bien que dans les débats qu'il faudrait, de mon point de vue, et je crois beaucoup de Français, reprendre à Bruxelles, c'est le débat sur ce qu'on qualifie d'aide publique, la nature de ces aides publiques, la nature du tout concurrentiel et qui empêche les grands champions européens, la question de la monnaie et la question des normes sociales et environnementales. Mais on ne peut pas dire que ça a été traité de façon clientélaire simplement parce que Bruxelles nous taxe. Car je vais vous donner un autre exemple qui a été fait sous la droite. Sous la droite. Attendez, ne me qualifiez pas de droite, je n'ai jamais exercé fonction politique. C'est pour vous montrer. Et j'ai voté François Hollande, donc voilà. Ne me qualifiez pas de droite. Depuis que Valls est arrivé au pouvoir, je suis devenu un homme de droite. Il faudrait une boussole que je puisse savoir. Quand la France a essayé de financer le maintien d'un certain nombre d'emplois pour faire de la mutation du textile, notamment pour la spécialisation dans le textile de pointe. C'était Borotra qui a fait un plan du textile français, qui était extrêmement important, parce que sinon déjà qu'il n'en reste pas beaucoup, mais il n'en restait plus du tout. Nous avons été condamnés, la France, pour aide publique. Et dans certains cas, il vaut mieux être condamné quand les entreprises vivent encore, que de se priver et de faire survivre les entreprises. Et alors là, vous n'avez pas de pénalité à payer, mais vous avez plus de recettes, plus d'emplois et plus d'intervention publique. Mais madame, vous me citez un exemple extraordinaire qui est celui de la filière textile, c'est-à-dire la filière qui par nature était délocalisable puisque c'était celle d'une main-d'œuvre très peu formée, dont on savait. On investissait dans une filière où il y avait une erreur stratégique majeure. Pas du tout, monsieur, parce que les textiles... Je ne sais pas où, alors j'ai pas compris. Vous savez bien que pour Airbus, la plupart des revêtements qu'on met sur un certain nombre de produits de grands trucs sont du textile. Et je ne vous ai pas dit qu'on allait faire des t-shirts, encore qu'on arrive aujourd'hui à faire des vêtements en France à des prix compétitifs. Mais nous avons besoin d'un textile de pointe. Or, pour cette évolution, entre le moment où vous faites du bas de gamme et le moment où vous faites
des choses beaucoup plus adaptées à l'avenir, ce moment-là a besoin d'être public, c'est pas de vivre sous perfusion. Et bien là, Bruxelles nous le refuse. On va arrêter le débat sur l'intervention publique, mais oui, Pascal Fautrier. On peut revenir au sujet de l'émission, c'est-à-dire comment taper du poing sur la main. Et Eugénie de la France, dont a à peine évoqué Marie-Noëlle Lienemann. On vit sur un mensonge. L'industrie textile, c'est marrant parce que c'est Napoléon, c'est la première industrie française, c'est Napoléon qui l'avait portée à bout de bras et c'était l'État Napoléon. Bon. Passons. Mais qu'est-ce que c'est que le génie français? C'est la Révolution française. On vit sur un mensonge. On nous dit que le capitalisme est démocrate naturellement. C'est évidemment totalement faux. Le capitalisme, depuis son apparition en France, dans les années 1820, c'est les enfants dans les mines, c'est les enfants de 10 ans dans les mines, c'est l'exploitation à tout va. Qui a gagné des droits sociaux? Qui a fait que la démocratie politique aujourd'hui a un contenu dans ce pays? Les ouvriers, les gens, les petites gens, les salariés modestes, c'est-à-dire dont il parlait tout à l'heure, il parlait des turbines, dont il parlait tout à l'heure. Ce sont ces gens-là qui ont donné un contenu politique à la démocratie dans ce pays. Ce sont les gens dont je raconte l'histoire, c'est des gens dont se raconte l'histoire dans mon livre. Ce n'est absolument pas un délire, c'est eux qui ont arraché les droits sociaux, c'est eux qui ont arraché les droits politiques, c'est pour ça qu'on vit dans une démocratie. C'est ça le contenu de la démocratie politique. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est le gouvernement des plus riches, c'est ce que vous voulez, c'est le gouvernement des 10% des Français des plus riches, des 10% d'humains dans le monde qui détiennent 86% des richesses. Nous vivons dans un système entièrement oligarchique. Les gens qui contre cette inertie sociale, ont arraché des droits sociaux, parfois au prix de leur vie. D'accord? Ce sont ces gens-là qui sont les héros de la démocratie. C'est ces gens-là qui n'ont pas la parole aujourd'hui. Madame, excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose. Juste si vous me le permettez. Attendez. Il se trouve que j'ai 28 ans, je suis dans les années 80, ça fait 30 ans qu'en France on raconte la même chose, on raconte les mêmes grands discours, on culpabilise bien tout le monde, on a ce discours moralisateur, mais qui êtes-vous pour balancer ce genre de truc? Et vous n'avez jamais lu Germinal en pleine figure. 10% de gens qui gèrent les ressources humaines, qui gèrent 86% des ressources de la planète, nous conduisent à des catastrophes, tout le monde le sait. La conséquence, c'est que moi j'ai des tas d'amis qui partent à l'étranger. Les entreprises se font racheter par les autres. Les jeunes se barrent à l'étranger. On a un niveau scolaire qui est catastrophique. Attendez, on a encore d'autres cas à évoquer. Et vous nous donnez des grandes leçons d'une France du 19e siècle, alors qu'on est entré dans le 21e siècle. Ce que je dis, c'est pas du 19e siècle, d'accord? Et 10% de gens qui possèdent 86% des richesses, c'est aujourd'hui que ça se passe. D'accord? C'est aujourd'hui que ça se passe. Ces gens nous conduisent dans le mur, d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain. Alors justement, vous avez dit le mot écologique, on y passe. Gaspard Proust, un mot. C'est l'oligarchie. Regardez le PSG. Non, mais c'est voilà, mais c'est vrai. En peu de temps, madame commence à nous expliquer que le modèle français, tout va mal chez nous et qu'ailleurs c'est super génial. J'aimerais bien qu'on fasse de la politique un peu autrement et que vous acceptiez que la gauche évolue et la évolue positivement, même si ça va pas assez loin. J'aimerais bien que vous acceptiez qu'il faut des réformes structurelles. Je vous interromps parce que le mot écologie a été prononcé. Ça, c'est la résultante de 30 ans d'État géré par une politique socialiste. Je vous arrête parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Vous allez voir, vous ne serez pas d'accord non plus. S'il y en a bien qui tapent du poing sur la table et depuis longtemps, ce sont les climatologues, notamment ceux du GIEC qui viennent de rendre leur 5e rapport, 3e volet, qui se révèle encore plus alarmiste que le 4e rapport, qui lui-même était bien plus alarmiste que le 3e, etc., etc. Regardez.